Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la démarche appréciative. Cette présentation se déroulera en 5 étapes. Nous commencerons par voir une histoire à l'origine de la découverte de cette démarche, puis nous vous en donnerons 2 définitions. Nous insisterons sur les 3 étapes importantes quand vous souhaitez évaluer une situation de manière appréciative. Nous poursuivrons avec les 5 étapes généralement utilisées pour mettre en place une démarche appréciative et nous terminerons par les 8 hypothèses de base de toute démarche de transformation positive des équipes ou des organisations. Tout a commencé avec David Cooper-Ryder, doctorant en développement des organisations, qui réalisait une analyse des dysfonctionnements de la clinique de Cleveland, et tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, et c'est justement cette sorte d'imprévu qui lui a permis à David Cooper-Ryder de découvrir et de modéliser la démarche appréciative. Ce que David Cooper-Ryder cherchait à faire dans un premier temps, c'était de porter un regard correctif sur la clinique de Cleveland, dans laquelle il cherchait à identifier des problématiques. L'objectif était ensuite d'en analyser les causes pour arriver progressivement à rechercher les causes racines et finalement apporter des solutions en réponse à ces problématiques. Une démarche somme toute assez classique de résolution de problèmes. La difficulté rencontrée par David Cooper-Ryder lors de ses premiers entretiens, c'est que finalement tout fonctionnait plutôt bien dans cette clinique. Les équipes se parlaient, s'écoutaient, se comprenaient, et les choses fonctionnaient plutôt bien, de telle sorte qu'il avait de grandes difficultés à identifier les problématiques qu'il souhaitait ensuite analyser et solutionner. Après mûre réflexion, il a décidé de faire un pas de côté et de porter un regard différent sur la situation. Il s'est mis à porter un regard appréciatif et à questionner l'ensemble des choses qui fonctionnaient. Il s'est mis à demander à ses interlocuteurs: qu'est-ce qui marche dans votre clinique? Qu'est-ce qui donne vie à votre organisation? Qu'est-ce qui est source de fierté? Qu'est-ce qui vous donne tel ou tel résultat? Comment vous faites pour réussir à relever l'ensemble des challenges? Et en posant des questions tournées vers ce qui fonctionnait, il s'est mis à identifier des ressources, c'est-à-dire plutôt des idées, des bonnes pratiques, des façons de faire, des forces, des talents, là où, dans son dispositif initial, il s'attendait plutôt à collecter une liste à l'après-vert de dysfonctionnement. Et non content d'avoir identifié l'ensemble des ressources qui permettaient à cette clinique de fonctionner bien, il s'est mis également à repérer des émotions positives chez l'ensemble des interlocuteurs qu'il interrogeait, parce que quand vous questionnez quelqu'un sur ce qui marche et ce qui fonctionne, en général, la personne est encore plus heureuse de vous partager ses résultats que quand vous l'interrogez vraiment sur ce qui dysfonctionne. Et la troisième chose qu'il a observée, c'est que cela libérait la créativité, puisque quand vous demandez à quelqu'un: raconte-moi ce qui fonctionne vraiment bien sur ton lieu de travail, dans un second temps, si vous lui dites comment on pourrait amplifier encore ça, comment on pourrait améliorer cette situation, et ben, la personne est encore plus créative que quand on part vraiment du fond de ces dysfonctionnements. Et donc David Cooper-Ryder se met à modéliser la démarche appréciative qu'il appellera en anglais appreciative inquiry. En voici donc 2 définitions. La première toute simple, c'est une recherche intentionnelle et obsessionnelle de la ressource. Alors intentionnelle, ça veut dire dans toute situation mettre avoir un pas de côté et mettre ses lunettes pour essayer de regarder vraiment ce qui peut être une ressource, ce qui peut être une force, ce qui peut être un point d'appui. Et obsessionnel, c'est-à-dire vraiment aller à la cause de la cause de la cause de ce qui fonctionne et non plus à la cause de la cause de la cause de ce qui dysfonctionne. Donc cette définition nous est donnée par Bernard Tolek, qui est le co-auteur d'un livre que je vous recommande chaudement. Une deuxième définition, c'est une recherche minutieuse et profonde de ce qui donne vie, de ce qui alimente le potentiel de développement et de ce qui a un sens même au milieu du tragique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la démarche appréciative ne nie pas qu'il puisse y avoir des difficultés, des problématiques et des manques. Simplement, elle invite à ne pas regarder uniquement ça et à toujours se poser la question, à côté des manques, des difficultés et des problématiques, quelles sont éventuellement les ressources qui peuvent coexister. Et cette définition vous est donc donnée par David Cooper-Ryder et Ron Fry, qui était à l'époque son responsable de thèse. Quand vous faites une démarche appréciative, vous remplacez souvent la sacro-sainte évaluation d'une situation par la valuation. Et la valuation consiste à effectuer 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est toujours de commencer par apprécier ce qu'on a, apprécier ce qu'on réussit à faire, apprécier ce dont on est capable. Bref, faire le point sur les ressources et les forces à notre disposition.
Une fois qu'on a apprécié tout ce qui était au présent ou tout ce qui avait été au passé, on va ensuite faire un deuxième mouvement qui consiste à amplifier pour aller chercher une situation encore plus satisfaisante en prenant appui déjà sur les forces et les ressources existantes. Et puis au final, on peut, dans un dernier temps, ajouter ce qui nous manque, mais le fait d'ajouter ce qu'on ne fait pas encore, ajouter de nouvelles manières de faire, arrivera toujours après avoir amplifié ce qu'on faisait déjà. Et ce qu'on faisait déjà, on commencera toujours par apprécier ce qui est avant d'essayer de travailler dessus. Une démarche appréciative comprend généralement 5 étapes. La première étape, au centre du schéma, c'est la définition, c'est-à-dire décider ensemble d'un projet positif. Dans une démarche appréciative, on ne va pas lancer un projet pour corriger ou pour rectifier une difficulté. On va vraiment essayer d'imaginer ensemble la situation satisfaisante que nous souhaitons viser. Et donc, on va lancer un projet plutôt enthousiasmant, tourné vers un avenir meilleur et non pas vers une situation actuellement insatisfaisante. Une fois que ce projet positif aura été défini, la deuxième étape vise à partir découvrir le meilleur de ce qui est actuellement en lien avec cet enjeu ou à interroger le meilleur de ce qui fut par le passé à travers des expériences réussies, des réussites, des succès qui nous font dire qu'on a su faire ça par le passé et que probablement des ressources, des leviers se trouvent déjà dans la manière dont on a pu aborder une situation similaire par le passé. Et donc l'idée, c'est vraiment de découvrir, d'avoir un travail un peu d'enquêteur pour voir tout ce qui peut nous aider à réussir l'enjeu et l'ambition du moment. La troisième étape, c'est de manière assez classique de définir ensemble et d'imaginer, la situation qu'on veut atteindre, mais on l'imaginera d'autant plus ambitieuse qu'on aura pris le temps de découvrir toutes les ressources qui sont à notre disposition et qu'on se sera tous mis d'accord en étape 1 sur la définition d'un projet positif. Les étapes 4 et 5 sont somme toute assez classiques. Il s'agira ensuite de co-construire et de créer ce qui sera par la suite déployé, comme dans la plupart des démarches de transformation ou de conduite du changement. Si on devait résumer la démarche appréciative en 8 hypothèses de base, nous dirions d'une part que dans chaque société, organisation, groupe ou personne, quelque chose fonctionne, même dans les situations les plus difficiles, il y a forcément une ressource sur laquelle s'appuyer, que ce sur quoi nous portons notre attention grossit jusqu'à devenir notre réalité. Donc si nous sommes habitués à regarder principalement les manques ou les difficultés ou les dysfonctionnements, c'est probablement ça qui va prendre tout notre champ de vision. À l'inverse, si on se met à regarder des opportunités ou des forces ou des talents, probablement qu'on va encourager à ce que ces éléments-là puissent prendre de l'ampleur. Les réalités sont créées sur le moment présent, à travers nos conversations. Donc si la plupart de vos conversations sont tournées, encore une fois, sur des dysfonctionnements à résoudre, vous allez créer une réalité tournée autour de l'analyse et de la résolution des problèmes. À l'inverse, si vous menez des conversations autour des opportunités, autour des chances, autour de ce que vous aimeriez obtenir, il est probable que votre réalité se mette également au diapason. Le langage également que nous utilisons crée notre réalité. Dans une démarche appréciative, on va beaucoup interroger les individus, les équipes, les organisations sur leurs talents, sur leurs forces, sur leur fierté, sur leurs espérances, des notions qui sont pas si souvent que ça utilisées en entreprise. Et l'idée, c'est vraiment d'amener les équipes, les individus, l'organisation à faire un pas de côté par rapport au langage habituellement tourné sur analyse de dysfonctionnement, résolution de problèmes, etc. Poser une question à un groupe ou à une personne est déjà une intervention. Donc, quand on pose à quelqu'un une question tournée vers sa meilleure espérance ou son plus grand rêve, au-delà du fait que cette question puisse être un peu inattendue, si la personne y répond, vous voyez bien qu'on a une intervention vis-à-vis de cette personne qui est différente que si on l'interroge sur ses plus gros échecs ou ses plus grandes difficultés ou ses plus grandes peurs. Donc l'idée aussi, c'est d'assumer le fait que les questions qu'on va poser auront également un rôle à jouer dans l'accompagnement du changement. Lors d'une conversation, il est important de valoriser les différences. Souvent, le réflexe classique, quand il y a une différence de point de vue ou de manière de faire, ça peut être de combattre argument contre argument pour essayer de faire triompher son point de vue ou sa manière de faire. Dans une démarche appréciative, on va justement rechercher et apprécier les différences de point de vue, rechercher et apprécier les différentes manières de faire parce qu'on considère tout simplement que ça peut être un cadeau,
une autre manière, une ressource pour s'y prendre différemment de d'habitude. Les gens auront une plus grande confiance en eux et une envie accrue d'aller vers l'avenir, qu'on va qualifier d'inconnu, s'ils peuvent emporter avec eux des éléments du passé, des éléments connus. Donc si vous souhaitez accompagner votre organisation vers davantage de confiance, de coopération, de communication, on va tout simplement interroger les acteurs de votre organisation sur de très belles expériences qu'ils ont eues par le passé, des moments où la confiance, la coopération, la communication étaient vraiment à des niveaux très, très, très élevés. Déjà parce que c'est toujours satisfaisant de se replonger dans le meilleur de ce qu'on a pu faire et ensuite on va les interroger pour essayer de déceler quels avaient été les ingrédients, quelles avaient été les clés qui avaient permis ces très hauts niveaux de performance par le passé, dans le but tout simplement de les rapatrier au présent et de nous inspirer pour le futur. Et la huitième hypothèse, c'est que, quitte à emporter des éléments du passé, autant prendre les meilleurs. Souvent, on peut avoir des réflexes du type, «Nous avons déjà essayé ça, ça ne marchait pas». Là, l'idée, c'est plutôt de se rappeler de ce qu'on a su faire par le passé et de, s'équiper de ces souvenirs-là pour réussir à relever les challenges du futur. Voilà ce que je voulais partager avec vous en lien avec cette démarche appréciative. Je suis Mathieu Buet, animateur, facilitateur et formateur au sein du cabinet Greenworking. Nous organisons des formations et nous animons des séminaires en lien avec la transformation positive des équipes et des organisations. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. À très bientôt.